communiqué sur la situation africaine et mondiale sur la question de la migration et du mouvement migratoire et considéré avec eux que ça fait partie des catastrophes et des cataclysmes les plus profonds sans qu'on en parle réellement. J'ai travaillé pendant au moins 15 ans. Je suis allé à Addis Abeba pour rencontrer le président de l'Union africaine à l'époque, Mme Zuma. Et la délégation, quand on est arrivé au dernier moment, on n'a pas pu la rencontrer. On a rencontré la commission sociale de l'Union africaine. On lui a présenté des images désolantes où on torturait les jeunes dans ce que nous appelions à l'époque le stock migratoire africain à Tripoli. Des images dans le désert où certains étaient pratiquement sur ce téléphone-là aujourd'hui, au moment où nous parlons, cette semaine. Au moins 200 jeunes sont encore dans le désert entre l'Algérie et le Niger. Au moins 200. Et nous avons donc vu toutes ces images pour déposer à Addis Abeba. Et on nous promet que oui, on va prendre des mesures pour élaborer une politique migratoire de l'Union africaine. Mais j'avoue aussi que les mêmes images, on les a remises aux autorités sénégalaises. Avec la partie sénégalaise, où un jeune Sénégalais de Kolda a été attaqué entre Agadez et la frontière du Libéria de la Libye, on lui a coupé le pied. Il est arrivé là-bas. Je l'ai trouvé dans la salle, dans le centre d'accueil de l'OIM. Il me dit, j'ai vendu ma chèvre, laissez-moi quelques minutes, mais j'ai vendu mes chèvres, mes récoltes pour venir migrer ici, et j'ai laissé mon épouse qui doit accoucher à mon insu. On appelle sa famille pour qu'on rapatrie au moins le bonhomme. La famille n'avait pas le moyen de rapatrier le bonhomme parce qu'il fallait sans doute passer par un avion militaire de l'amusement pour pouvoir entre Agadez et Gao transporter le corps et de Gao à Bamako, Dakar. Il a fallu une intervention des ONG à Kolda, Fordé, pour que la famille ait le moyen de supplier qu'un avion de MINUSMA prenne ce jeune-là qui a pu arriver à Dakar. Et tous les jours, c'est des situations comme ça que nous vivons. Le dernier exemple sur cela, c'est quand même au Maroc, en Nador, on arrive, des jeunes Sénégalais et Gambiens et Guinéens sont là-bas et s'apprêtent à traverser la distance qui relie le Maroc à la partie espagnole, c'est 4 km. J'ai réuni ces jeunes pour leur donner à manger et m'organiser pour qu'on les ramène le soir à Rabat. Le plus jeune, 17 ans, il me dit, Michel, je ne rentre pas. Merci pour le repas offert, mais je préfère mourir dans cette mer que de mourir à côté de ma mère parce qu'on nous a arraché les terres de mon frère. Mon grand frère qui revendiquait cette terre, on l'a tué en Guinée. Et mon père, à 80 ans, il est encore assis dans sa case. Je ne peux pas lui donner à manger. Si je prends du café le matin, c'est ma mère qui se débrouille pour le donner. Et vous me dites de retourner encore à côté de ma mère. Laissez-moi mourir dans cette mer au lieu de mourir à côté de ma mère. C'est une réponse politique qu'il m'a donnée, dans laquelle je n'avais pas une solution. Mais ça prouve encore une fois que les réponses politiques de nos dirigeants sur les questions migratoires et de liberté de circulation restent encore à être examinées. J'en où on installe des bamos, des ceci et de cela. Ça, c'est des rafistolages de réponses. Et malheureusement, comme on le dit aussi, on est taxé d'empêcher de tourner en rond, de position, de ceci et de cela. Ce n'est pas notre rôle. Je sais que si on voulait faire de l'opposition politique comme on le ferait, je pense qu'on avait l'histoire et le parcours et le moyen de le faire, mais on a fait le choix de travailler sur des questions de développement. C'est ça qui nous a intéressés. Le dernier témoignage que je vous ai ajouté dans ce que Koulibaly a dit, j'ai participé aux négociations de l'OMC, à beaucoup de négociations de l'OMC. Et j'ai dirigé les négociations des APR ici au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Nous sommes allés à une négociation à Hong Kong où la délégation sénégalaise était composée de 6 personnes. 3 du ministère de l'Intérieur, du Commerce, Mamadou Diop Decroix, son directeur chargé du commerce extérieur, et l'ambassadeur du Sénégal à Genève.
Les 3 autres étaient de la société civile. Moi-même, Amadou Sissoko du ROPA. Et il y avait le directeur de Action Aid à l'époque, Moussa Faye. On a accepté d'intégrer la délégation sénégalaise pour renforcer au moins les négociations. Mais les gens avec qui on négociait, ils étaient venus avec 2 avions d'experts. Vous pensez qu'avec 2 avions d'experts que les États-Unis envoient sur le coton de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que 3 personnes peuvent négocier avec des experts remplissant 2 avions? Donc ça montre encore une fois, quand arrivent les heures de négociation, quelle position souvent nos États ont, quelle expertise nous avons, quels moyens nous avons pour pouvoir poser sur les balances. C'était pareil sur les questions des APE. Jusqu'à ce que donc, nous arrivions en 2009, de 2002 à 2009, à faire obtenir une non-signature des APE avec le soutien du président Ouad à l'époque qui avait refusé à la réunion du Portugal de signer et ça a fait un boomerang dans l'Afrique. Bref, c'est pour dire que sur toutes ces questions, nous avons pu avancer souvent ou apporter des contributions, nous le devons à Samir, au Forum social, au mouvement altermondialiste, au Forum du Tiers-Monde. Et c'est pourquoi je pense que le soir où on m'a annoncé, j'avais eu le décès de Samir, ce soir-là, vers 20h, j'ai pleuré comme je n'ai pas pleuré mon père, que Dieu m'en pardonne. Parce que les dernières discussions que j'ai eues avec Samir, c'était exactement sur la relance, la reconstruction du mouvement du Forum social mondial. Et quand je lui ai mis ce texte-là ce matin-là, il a appelé son assistante, je crois qu'il n'est pas là ce matin, pour lui dire saisis-moi le texte de Méliane, je veux qu'on en discute. Il l'a saisi, il l'a annoté, il m'a dit voilà. Nous sommes actuellement sur cette démarche relative aux propositions à l'époque que Samir avait faites pour reconstituer, relancer, redynamiser le mouvement du Forum social mondial parce qu'il est devenu aussi un instrument incontournable pour faire face, quelqu'un le disait, au capital, à l'impérialisme. S'il n'y a pas un équilibre diplomatique, s'il n'y a pas un équilibre de contestation mondiale face au capital, nous sommes tous couchés, et si nous sommes couchés, nous sommes morts. Voilà pourquoi donc, ne laissons pas mourir le mouvement altermondialiste. Il fait partie de ceux qui peuvent nous aider, à côté de la diplomatie, à côté des autres dynamiques, à reconstituer, à rééquilibrer le monde. Et si on le fait aussi, on rend hommage à Samir Hamid, là où il est couché aujourd'hui, qu'on rend hommage aussi à tant d'autres personnes. Et à mon avis, donc, on ne peut pas ne pas travailler là, sur ces questions-là. Et Bouba l'a dit, vous n'avez pas ajouté aussi qu'Abdelhamid a dit, je ne vous empêche pas, mais je ne vous soutiens pas. Je ne vous empêche pas de faire le forum, mais je ne vous donne rien. Et certainement, il y en a qui pensent qu'Abdelhamid vous avez donné de l'argent au forum social. C'est en sortant de la salle du banquet qu'il a appelé le professeur Ibadir Djambi à son nom pour lui dire oh, 15 millions, 15 millions sur un budget qui fait des milliards, qu'est-ce que ça nous fait? Et ces 15 millions, nous les avons perdus quand on nous a arraché les salles qui devaient servir aux tribunes du Forum social mondial à Dakar. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Que vous remercier de vous féliciter. Je pense que nous allons continuer aussi à préserver cet espace qui constitue l'espace des actifs de l'économie. Merci beaucoup. Et alors, on célèbre aussi, ou on commémore aussi la disparition du professeur Samir Hamid. Quand je pense à Samir Hamid, 2 choses me viennent à l'esprit. La première, c'est une image. C'est l'image de ce personnage avec sa petite chemise en ango, en tube, avec ses sandales et avec son petit sac, qui entre, qui dit ce qu'il a à dire, qui fait ce qu'il a à faire et qui se tire sans vraiment faire des choses qui puissent paraître comme étant extravagantes. Mais la force de ces idées, c'est ça qui était le personnage, qui paraissait très humble dans son habillement, dans sa manière de se comporter. C'était la force de ses idées. La deuxième chose, quand je pense à Samir, c'est un concept. C'est l'idée du linking, la déconnexion.
comme toute bonne idée, qui doit perdurer. D'abord, l'idée fait peur. Et ensuite, elle est accueillie avec sarcasme. Et ensuite, on critique l'idée. Mais l'idée persiste et se matérialise et s'ancre. Le samedi de l'économie, en fait, comme vous en avez fait votre parole, bien permet à ce que l'idée de Samir Amin, de la déconnexion, le delinking, puisse se perdurer. Aujourd'hui, elle prend différentes formes. Et plusieurs personnages, plusieurs caractères, plusieurs acteurs se sont emparés du même terme, mais sous un vocable différent dont nos collègues ont déjà parlé, c'est la souveraineté. Combien d'acteurs aujourd'hui parlent de souveraineté semencière? Avoir cette capacité de produire nos semences, de les échanger, de les vendre telles que nous voulons. Combien de personnes, d'acteurs parlent de souveraineté alimentaire? Combien d'acteurs parlent de lutte contre les modèles de production et de consommation extravertis? Vous regardez l'idée de déconnexion, elle se trouve dans cette terre, elle doit aller d'abord à ceux qui utilisent, ceux qui en usent ici, avant d'aller vers les investisseurs. Vous cherchez l'impact des samedis de l'économie, c'est là qu'il faut la trouver. C'est là qu'il faut trouver cet impact de dire, aujourd'hui, plus d'acteurs, plus de personnes sont en train de dire, nous voulons contrôler notre vie, nous voulons contrôler nos modèles de production, nos modèles de consommation, nous voulons être nous-mêmes. Vous avez fait une revue. Merci.